Alors on est ensemble pour parler de démarche bas carbone, c'est le thème de la journée, et voir comment on l'applique dans le cadre de la certification NF Habitat. Donc je me présente, Lucille Berlia-Camara, je suis responsable de l'activité environnement et santé au sein du groupe Qualitel. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le groupe dans un premier temps. Notre mission, c'est une mission d'intérêt général qui a commencé à l'origine avec l'association Qualitel, qui a été créée en 1974, pour améliorer la qualité du logement. Alors, les principales activités, c'est effectivement la promotion et la qualité du logement à travers la certification, l'expertise et l'évaluation. On a notre mission d'intérêt général portée par l'association Qualitel, qui est l'information du grand public. Et puis, on a le soutien d'organismes qui œuvrent pour le logement des plus défavorisés avec le fonds de dotation Qualitel. Alors, la particularité du groupe, c'est qu'elle détient au sein de son conseil d'administration tous les acteurs du secteur du logement, donc à la fois les associations de consommateurs, les acteurs de l'offre du logement et du financement comme l'USH, la Caisse des dépôts, la FPI, la FNAIM. On a les acteurs de la filière de la construction avec l'INTEC, l'UNSFA, la CAPEB ou la FFB. Et puis on a aussi l'État, les collectivités et organismes d'intérêt général comme l'ANIL, l'ANA ou le CSTB. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, quand on construit notre référentiel, quand on développe de nouvelles exigences, il faut qu'on ait le consensus de toutes ces parties prenantes. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est aussi ce qui fait la force et la robustesse de notre référentiel et de notre certification. Donc, on a une organisation qui se déploie autour de plusieurs services, toujours dans cette mission d'améliorer la qualité de l'habitat. Donc, Cercal Qualité Certification, c'est la filiale de certification pour les logements collectifs et individuels. On a Kios pour l'évaluation et l'expertise et le contrôle notamment du bon respect de nos référentiels. L'association Qualité, j'en ai parlé, le fonds de dotation. La petite dernière, c'est la Qualitel Formation, donc qui offre de la formation auprès des acteurs du secteur de la construction. Et puis, on a le tout dernier, c'est l'ENL, l'espace numérique du logement. Alors, juste pour bien revenir sur quelques termes de sémantique, on parle de réglementation, de certification, de normalisation, de labellisation. La certification par rapport à la réglementation, c'est que c'est une démarche volontaire qui va au-delà de l'obligation réglementaire. Et c'est une démarche que le client, enfin un promoteur ou un maître d'ouvrage souhaite faire attester que son bâtiment est de qualité supérieure et contrôlée. Donc c'est une démarche qui est encadrée par la réglementation, par le Code de la consommation. Donc on est mandaté par l'AFNOR et par l'Alliance HQE pour déployer la marque NF Habitat et sa déclinaison NF Habitat HQE. En gros, HQE, on va un peu plus loin sur certaines thématiques, notamment le logement. En termes de chiffres, la certification, c'est depuis l'origine à peu près 3 millions de logements qui sont certifiés, entre 100 et 150 logements qui sont engagés chaque année dans la certification, dont à peu près 20 000 en rénovation. Alors, on arrive au sujet qui nous concerne tous actuellement, c'est le changement climatique qui s'intensifie et avec des conséquences qu'on subit maintenant tout de suite et pas forcément dans 50 ans. Alors j'ai quelques infographies qui montrent qu'on a effectivement déjà moins d'enneigement, qu'on a une température qui est de plus 1,5 degré déjà, sachant que c'était l'objectif à la base des accords de Paris en 2100, on y est déjà. Donc on ira dans tous les cas au-delà, sachant que si on tient les engagements actuels, on n'est pas sur un 5, on n'est pas sur 2, on n'est pas sur 2,5, on est sur 2,7 degrés de réchauffement global déjà d'ici 2100.
On a effectivement un problème de sécheresse et du coup d'incendie, d'invasion d'espèces invasives aussi, de cultures qui stagnent. Ça, c'est les conséquences qui nous touchent actuellement et ces phénomènes vont s'intensifier. C'est pour ça qu'il est urgent de s'y attarder. Parce que aussi l'empreinte carbone du logement, elle pèse beaucoup. C'est le deuxième poste en fait qui émet le plus de CO2. Le bâtiment, il a quand même des chiffres assez considérables en termes d'impact environnementaux. Donc c'est plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre annuelles, effectivement. C'est 40 millions de tonnes de déchets chaque année. Sans parler des impacts sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols, l'épuisement des ressources, bref, j'en passe. Donc, il est urgent de s'y intéresser, de le traiter. Et dans le baromètre de 2021, qui est réalisé par Qualitel en partenariat avec l'ANA et l'Ipsos, on a pu constater que 75% des Français ont à cœur d'avoir un logement respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est quand même, le logement durable est perçu comme essentiel pour les Français. Le top 5 donc, des critères qui sont jugés indispensables, donc c'est effectivement d'avoir des bâtiments, des logements qui consomment peu, qui soient performants thermiquement en été comme en hiver. Donc ça, c'est les 3 principaux critères indispensables. Par contre, en revanche, les critères qui sont jugés moins indispensables sont un peu étonnants. Alors effectivement, préserver la biodiversité, construire ou rénover avec des matériaux biosourcés ou des matériaux recyclés, être proche des infrastructures. C'est pas forcément des critères qui sont les plus pertinents et pourtant, c'est quand même un enjeu fort. Donc il y a quand même besoin encore de pédagogie et de sensibilisation pour bien comprendre les ordres de grandeur et pour bien comprendre aussi les leviers prioritaires pour limiter et pour s'adapter au réchauffement climatique. Alors, en France, on a retranscrit dans des documents nationaux les accords de Paris, donc cette limitation à 1,5 degré du réchauffement climatique en 2100, à travers notamment la stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie, elle a été révisée notamment au travers du plan climat en 2017. Elle visait à peu près 4%, à peu près un facteur 4 de division en termes d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. On est maintenant passé à une division par 6 pour viser ce qu'on appelle la neutralité carbone, donc viser un équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on peut absorber. Ça veut dire pour le bâtiment viser moins 50% d'émissions par rapport à 2015 en 2050. Et pour ça, en tout cas pour la partie construction neuve, on a maintenant la nouvelle réglementation environnementale 2020. Alors cette réglementation environnementale, encore une fois je le rappelle, ça vise uniquement la construction neuve. Il y a encore un sacré travail à faire pour la partie rénovation. Les 3 objectifs majeurs de cette réglementation, c'est la sobriété énergétique et la décarbonation des énergies. Il va falloir encore limiter nos consommations, améliorer l'isolation et avec des sources d'énergie qui soient décarbonées. Il va falloir diminuer l'impact carbone de la construction. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. On va s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre liées aux chantiers de construction et aux produits et aux équipements qu'on met en œuvre dans le bâtiment. Et puis le dernier sujet, et du coup, ça va inciter forcément à recourir à des modes constructifs qui soient moins émetteurs en carbone ou qui ont la capacité de stocker le carbone. Et puis le 3e grand objectif, c'est l'amélioration du confort en cas de forte chaleur. Donc le bâtiment, il va devoir s'adapter aux conditions climatiques futures. Concrètement, ça se concrétise avec un indicateur sur la partie construction qui est hissé pour impact sur le changement climatique lié à la construction.
en kilos équivalent CO2. Donc on a une diminution assez nette mais progressive entre 2022 et 2031 pour le logement collectif et pour la maison. En gros, on suit la trajectoire et les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Ça veut dire une diminution de plus de 30% d'ici 2031. Alors, dans ce contexte-là, comment est-ce que Cercal se positionne et comment elle aide finalement ses clients à tenir ses objectifs et voire à anticiper la suite? Donc notre démarche, elle s'articule autour de tous les services que je vous ai présentés et de toutes les filiales que je vous ai présentées avant. La première chose, c'est, on l'a vu, il y a encore un besoin de sensibilisation, d'information, c'est ce qu'on fait avec l'association Qualitel, et puis de formation avec Qualitel Formation. Ensuite, on anticipe. Donc la certification, je vous l'ai dit aussi, elle est en avance de phase par rapport à la réglementation. Donc on va viser au-delà de ce qui est demandé dans le cadre de la réglementation. Et on va s'intéresser à tous les sujets liés au développement durable, donc l'environnement bien sûr, mais aussi la qualité de vie ou la performance économique. Quand je dis qu'on anticipe, ça fait 10 ans chez Cercal que déjà on accompagne nos clients pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie et calculer ces fameux indicateurs qui sont maintenant réglementaires. On évalue, bien évidemment, c'est une façon de progresser. Et puis, la certification permet aussi d'accompagner, c'est aussi un suivi pour toujours faire mieux et pour réduire, in fine, notre empreinte sur l'environnement. Alors, cet accompagnement, il est important parce qu'on va s'en sortir qu'en changeant notre façon de faire, en fait. Il va falloir qu'on évolue en termes de pratique. Et ça passe par de l'innovation. Alors, l'innovation, c'est l'art de faire mieux avec moins. Forcément, il va falloir se réinventer en faisant mieux avec moins. Et on croit beaucoup à une économie plus circulaire, et notamment en poussant le sujet du réemploi, en intensifiant les usages, en préservant aussi la biodiversité. On croit aussi beaucoup au travail en équipe, l'esprit d'équipe et au processus collaboratif comme le BIM. On digitalise nos référentiels et nos process de certification pour pouvoir mieux travailler ensemble parce qu'on va avoir de plus en plus d'études, de plus en plus d'études techniques, de plus en plus d'acteurs autour d'un même projet et il va falloir échanger ensemble. Je parle aussi de notre capacité à s'ouvrir sur des nouvelles pratiques plus solidaires et notamment le sujet de mutualisation, de partage des énergies ou encore de création de synergies en fait, entre acteurs locaux. L'optimisation, on en parle beaucoup, ça fait beaucoup écho au sujet de sobriété. Donc dans nos référentiels, on a des exigences sur la densification par exemple, sur des analyses en coût global. Et puis, bien évidemment, depuis le début, je vous l'ai dit, l'analyse du cycle de vie et l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments nous tient à cœur depuis longtemps. Et c'est une action qui est importante, l'éco-conception. Maintenant, on a donc un instrument qui permet de piloter cette éco-conception, c'est l'ACV. Et ça va permettre de trouver, on parle aussi beaucoup du bon produit au bon endroit. On pourrait rajouter avec la bonne quantité. Et puis la bonne donnée environnementale aussi qui va en face. Alors, toutes ces nouvelles pratiques, en fait, elles sont effectivement traduites dans notre référentiel. Notre référentiel, il est construit autour du cadre de référence de l'Alliance HQE, donc qui est constitué de 3 engagements, la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. En face de ces engagements, on a plusieurs objectifs. Si je prends l'engagement qualité de vie, on aura un objectif de lieu de vie
plus sûr et qui favorise la santé. Et donc, on a développé des rubriques. Alors, on a plus d'une vingtaine de rubriques avec des exigences, comme la sécurité, la sûreté, la qualité de l'air, la qualité de l'eau ou encore la résilience, juste sur cet objectif. C'est un référentiel qui existe à la fois en construction et en rénovation, parce que la démarche bas carbone vise ces deux secteurs. Voilà, donc ENEF Habitat, c'est un outil qui permet d'être conforme à la réglementation et d'aller au-delà, tout en assurant bien sûr une qualité globale, parce qu'on s'intéresse encore une fois au respect de l'environnement, mais aussi au confort acoustique, hygrothermique, visuel, à la performance économique du bâtiment. Donc c'est vraiment une démarche multicritère. C'est une démarche multicritère, mais on a quand même voulu aller un peu plus loin sur certaines thématiques, et notamment le sujet d'aujourd'hui, le bas carbone, en développant un profil bas carbone qui concerne voilà, quelques exigences, quelques rubriques du référentiel, donc le confort hygrothermique, les déchets, le changement climatique, les ressources matières ou encore la valorisation des ressources locales. Alors, on voit ici quelques exemples d'exigences qui se trouvent dans ce profil. Forcément, on va viser le seuil 2025, par exemple, sur la construction neuve. On va demander de réaliser une analyse de cycle de vie dans le cadre d'une rénovation. On va valoriser tout ce qui est recours à des produits issus du réemploi, à des produits qui intègrent de la matière recyclée, à un taux de valorisation en matière des déchets, à l'utilisation aussi de ressources locales à proximité, à la mise en place de végétalisation, à la proximité par rapport aux services et aux principaux transports, parce que on vise effectivement la réduction de tous les gaz à effet de serre, pas seulement de bâtiments, mais aussi son intégration par rapport à l'environnement et par rapport notamment aux mobilités douces. Alors, on nous interroge souvent sur quel produit bas carbone pour être compatible ENEF Habitat. La réponse, c'est que notre priorité, c'est d'avoir des produits qui soient aptes à l'emploi, qui soient utilisés dans les bonnes conditions d'usage et qui soient en quelque sorte certifiés par une tierce partie indépendante. On a une démarche plutôt à l'échelle du bâtiment, de l'ouvrage, et pas du produit. Et c'est à l'échelle du bâtiment que les performances des produits, et quelle que soit leur nature, elles sont évaluées. Et de façon globale, encore une fois, vous avez vu qu'on est multicritère. Ça veut dire que on vise une multi-performance des produits, techniques, environnementales, sanitaires, acoustiques, thermiques, etc. Alors, en tant qu'organisme accrédité par le COFRAC, donc on est tierce partie indépendante, on peut délivrer aussi d'autres labels. Donc, vous avez compris que la certification, c'est une démarche quand même beaucoup plus poussée qu'un label. Mais on a des partenaires pour lesquels on peut délivrer, notamment Efinergie, les labels 2017, et puis et le label BBCA. Donc ces labels vont évoluer pour se mettre en cohérence avec la réglementation environnementale 2020. On délivre aussi le label bâtiment biosourcé ou le label E+C- qui devrait évoluer aussi vers le label d'État RE 2020 d'ici la fin de l'année. Et j'en ai fini, je crois. Voilà. J'ai pas dépassé le temps, non, tout va bien. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. En ce qui concerne le référentiel, il évolue notablement en 2022 ? Ah oui.
En ce qui concerne le référentiel, il évolue notablement en 2022 ? Alors le référentiel, il a déjà évolué pour être compatible RE 2020 notamment. Donc c'est la V4, donc ça devrait évoluer pour se mettre justement, pour intégrer ces nouveaux labels. La date de sortie, c'est plutôt septembre. Voilà, enfin courant 2022, fin 2022. Tout dépendra aussi des organismes, des associations qui délivrent ces labels justement, adossés à la RE 2020, s'ils sont prêts ou pas. Et du coup, pour donner suite, est-ce qu'on a une attente au niveau des bailleurs sociaux qui vont souvent aller chercher quelque chose au-delà? Est-ce qu'on a déjà des pistes de ce qu'ils attendent après la RE 2020? Alors, on a déjà... Notamment pour les aides à la pierre et assimilées? Alors, pour les aides, tout ça, c'est pas encore fixé. Après, on a déjà des demandes, effectivement, et notamment de collectivités, qui veulent aller sur des seuils, forcément les seuils 2025, voire 2028. Alors malheureusement, je ne vous entends pas sans le... Donc d'abord sur les seuils ICE et ICC. Oui, c'est plus par rapport à ces sujets-là d'anticiper les futurs seuils réglementaires. On ne touche pas à la CEP et on ne touche pas au BBO qui est déjà fortement impacté par la RE 2020. On a effectivement quand même des demandes de maîtres d'ouvrage qui veulent aller que sur le CEP. En fait, on a cette capacité aussi de pouvoir adapter notre référentiel a des profils un peu plus spécifiques par rapport à des attentes spécifiques justement de nos clients. Questions? Merci à tous. Merci.